Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue dans ce vlog. Nous avons l'honneur aujourd'hui de recevoir Grégory Borda. Salut Grégory. Salut, ça va Voilà. bien. Donc je suis L'honneur, très content d'avoir Grégory. Ça faisait longtemps que je voulais l'avoir parce qu'il s'agit clairement de mon créateur de francophone préféré. Voilà. eh ben, Donc je en avais déjà parlé, voilà, puisque Grégory est vraiment dans la fusion. Il a vraiment un super jeu fusion. Est-ce que tu peux te présenter succinctement, s'il te plaît? donc moi, voilà, je suis Grégory Borda. Bon, je suis guitariste principalement, mais aussi donc musicien, mais aussi professeur. Ça fait partie d'une bonne partie de mon activité, en tout cas en ce moment. Donc voilà, je suis basé à Bruxelles depuis peut-être une quinzaine d'années maintenant, mais je suis originaire de Montpellier en fait. Voilà. D'accord. Donc là actuellement, tu es professeur dans un conservatoire, non? Ouais, C'est ça? je m'occupe d'une école, c'est plus général en fait. Donc là, c'est vraiment, je donne des cours un peu genre de basse, je fais du ukulélé, je fais du piano, donc je fais plein de choses dans une école un peu ouais, ce qu'on appelle une académie ici en fait. Euh, voilà. Donc c'est une grosse école avec bon, pas mal d'élèves, tout ça, et j'essaie aussi, je gère la coordination, je gère aussi un peu tout ça. Donc ça, en tant que professeur et aussi un peu directeur de l'école, voilà. D'accord, ok. Et est-ce que alors, bon, moi je connais, donc je tiens juste à mettre cette parenthèse parce que voilà, j'adore les vidéos de Grégory. De toute façon, dans la description, vous aurez tous les liens vers la chaîne de Grégory et tout. Où Grégory fait des études, fait des petites pièces, voilà, jazz fusion, etc. Donc moi j'adore, voilà, moi j'adore, je suis fan. Voilà. À quel âge tu as commencé la guitare et comment tu en es venu, enfin quel est ton cursus un petit peu? En fait, moi, j'ai commencé par le piano. En fait, ma sœur faisait du piano. Donc, ma famille, j'ai un frère aussi qui faisait de la batterie. On faisait toujours un peu de musique. Et je commençais apparemment un peu l'embêter, venir pianoter quand elle faisait son piano. Et donc, ma mère m'a mis au piano. Elle dit, bon, voilà, ça va le motiver. J'ai fait, allez, 2 ans de piano. Ça s'est bien passé. Mais j'ai jamais eu le. Bon, c'était très bien, mais ça m'a pas vraiment plus emballé que ça. Et après, je suis venu à la guitare un peu plus tard, je dirais vers 10 ans. Ma mère avait une vieille guitare, là, une vieille nylon. Et du coup, je commençais à prendre des cours dans l'école régionale, tout ça. Donc, au début, ça allait. Après, j'ai pas eu non plus une énorme passion pour l'instrument. C'est venu vraiment plus tard, plutôt vers 14-15 ans, quand j'ai commencé à écouter plus de groupes, des Guitar Hero notamment. Et là, j'ai commencé vraiment à avoir le goût, j'ai envie de dire, de travailler, d'étudier des pièces et de me lancer vraiment jusqu'à qu'après j'aille au MAI à ma vingtaine. Là, et là, voilà, je suis commencé mon cursus professionnel, disons. D'accord. C'est pas venu Tu as, immédiatement. d'accord. Tu as fait le MAI et après tu as fait le conservatoire de Bruxelles, c'est ça? Alors, j'ai fait pas mal de choses. J'ai fait le MAI. Après, je suis revenu à Montpellier. J'ai fait une école qui s'appelle le Jam. Et là, Ouais. c'était musique un peu du monde, jazz. Ouais. Et après, je suis parti au GAI. Donc, c'est la version jazz du MAI. Et D'accord. après, finalement, je suis monté à Bruxelles un peu comme ça, avec des potes comme ça. Et j'ai commencé le conservatoire là-bas un peu. Ouais. Ah oui, d'accord, d'accord. Donc tu as fait le MAI, le Jam à Montpellier, Ouais, c'est une école assez réputée quand même. ouais, ouais, quand même, ouais. Ouais, Régional, mais c'est. et tu es retourné au GAI. Voilà. D'accord, ok. Ah ouais, quoi, quand même, t'as envoyé du lourd, quoi. Ouais, 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 bon, après, je trouve que c'est un peu abusé, mais voilà. Oui, oui, d'accord. c'est sûr que j'ai eu la chance de pouvoir faire ça. Mes parents ont eu la chance de pouvoir me financer ça aussi, quoi. Hmm, C'est pas gratuit, donc pour ça, je suis très reconnaissant. Mais oui, j'ai fait beaucoup de cursus, ouais. d'accord. Un peu trop. Et Je sais pas. et du coup, tu es resté après à Bruxelles, quoi, où tu as fait ta vie là-bas. Ouais, j'avais envie de bouger, je sais pas pourquoi. J'étais avec des potes. Ouais, je sais pas pourquoi. En fait, c'était l'envie en fait de partir. J'aurais pu me retrouver au Portugal ou je sais pas, ou aux Pays-Bas. J'en ai aucune idée. C'était l'envie de partir de Montpellier. Et Hmm, j'ai un ami qui m'a dit, viens, voilà, moi je connais, il avait des profs, Serge Lazarevich, en fait, qui travaille au Conservatoire de Perpignan, qui jouait pas mal, beaucoup à Bruxelles, en Belgique. Il avait pas mal de musiciens. Apparemment, le jazz à cette époque-là, c'était pas mal développé. Il y avait une autre culture dans le Nord quand même en termes de jazz, je pense. Donc on hmm, s'est dit, bon, on y va. C'est vraiment, honnêtement, c'est un peu par hasard. Hein. Après, je regrette pas, mais ça s'est fait vraiment un peu comme ça, quoi. d'accord, ok. Et quelles sont tes grandes influences? Moi, je le sais plus ou moins, mais tu peux nous parler de tes grandes influences? Ouais, alors c'est marrant parce que j'ai regardé un truc que tu avais fait sur Instagram où tu avais cité trois meilleurs guitaristes. Et ben, je pense on a les mêmes. D'accord? Donc voilà, voilà, les influences après, voilà, il y a des influences que je serais plus directes, plus vagues. Donc dans l'influence directe, je dirais, de l'instrument, Alan Swartz bien sûr, Nelson Veras que tu as parlé, pas beaucoup de gens le connaissent malheureusement. Hmm, Et effectivement Sylvain Luc, hein,
Après, j'irai, si je veux un peu pousser un peu plus loin, j'irai peut-être sur des choses comme Brett Garseth, j'aime beaucoup. J'ai Hmm. commencé à beaucoup écouter ça. Côté plus rock, et après aussi des musiciens de jazz comme Kurt Rosenwinkel, pardon, Metheny, enfin voilà. Après, il y a aussi une autre influence qui est assez importante, c'est la musique classique en fait, beaucoup de musique baroque, beaucoup de ouais, Chopin. Enfin, j'aime beaucoup la musique classique en fait. Ça Hmm. veut un peu rien dire, la musique classique, mais les périodes baroque, romantique, tout ça, ça me plaît beaucoup. Et le jazz, évidemment, plein de choses. Hein. Je peux dire, je suis fan de Dream Theater, de Petrucci, pourtant ça ne va pas du tout dans mon jeu, quoi. Oui, Donc oui, il y a oui. aussi il y a beaucoup de choses que j'aime bien. Hein. Après, c'est sûr que dans moi, en tant que guitariste, c'est un peu plus limité parce que il y a plein de choses que je sais pas faire chez d'autres guitaristes et que voilà, ça m'intéresse pas. Mais l'influence est là en termes de, j'irais, d'écoute, quoi. Voilà, Ouais. simplement. Il y a aussi, si je puis me permettre, il y a aussi Tim Miller, non? Oui, 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 beaucoup. Je l'ai pas cité, c'est vrai, j'aurais dû là. Oui, totalement. Hein. Ouais. Franchement, c'est quelqu'un qui, en fait, ça arrivait, je pourrais dire un peu Tom Quell aussi pour certains aspects techniques. Je me rappelle, il y avait une période, ça fait peut-être 10 ans maintenant, j'avais un peu un down, un peu musical, je savais pas trop aller, j'étais un peu bon. Et je suis tombé sur des vidéos coup sur coup en une semaine, surtout Tim Miller, qui un peu, n'était pas très connu, je pense, il y a une dizaine d'années, il commençait un peu à se faire connaître, et Tom Quell, et là j'ai dit, putain, vraiment, c'est exactement ça que j'ai. Enfin, en termes de son, en termes d'approche, j'ai dit, mais là j'ai trouvé à nouveau des gens à qui je vais pouvoir vraiment, vraiment décortiquer leur jeu. Et c'est vraiment deux guitaristes que j'ai vraiment, vraiment étudié. Autant Ellsworth, je suis grand fan, mais j'ai jamais fait un relevé d'Ellsworth. J'ai jamais été capable, ça me dépasse totalement. Par contre, j'ai beaucoup été influencé par l'écoute. Mais par exemple, Tim Miller, Tom Quest, j'ai des pages de relevés, j'ai vraiment été extrêmement très méthodique avec ça. Et j'ai beaucoup de relevés, et j'ai beaucoup puisé dans leur jeu en tout cas, et ça m'a fait beaucoup de bien en fait. Ça m'a fait vraiment. Tu parlais de Brett Garsd. Enfin, j'ai une question Ouais, un peu. Tu sais qu'ici, on parle beaucoup bon, bah, de pratique, forcément, etc. C'est vrai que je parle souvent du Hammer from Nowhere. Et quand tu me dis Brett Garsd, bon, Alan Allsworth, forcément, puisque on peut dire que la syntaxe, c'est ce qui a inoculé finalement ce côté Hammer from Nowhere. Quoique je sais pas si c'est vraiment la syntaxe, puisqu'il y a une vidéo qui tourne des années 60 où il est avec un groupe de genre fusion un peu ouais. psychédélique, où il Génial, ça utilise, c'est, je sais plus comment ça s'appelle, mais oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais. tu vois, où là il a une RG blanche. Machine. Oui, voilà. Ouais. Et donc il y a déjà ce côté Hammer from Nowhere, donc c'est la seule personne à cette époque-là qui fait ça. Et quand tu parles de Brett Garsd, de Tom Quayle, même de Tim Miller, il y a ce côté Hammer from Nowhere. Donc je fais une parenthèse pour les gens. Le Hammer from Nowhere, c'est le fait de plus faire de pulling off, mais de faire des hammer on, même lorsqu'on recule sur la guitare comme ceci, ce qui donne un son. Je pense que tu vas être d'accord avec moi. Ce qui donne un son beaucoup plus intéressant dans le legato, qui donne un legato beaucoup plus détaché malgré tout, et on supprime ce pulling off qui maintenant, un pulling off ça me choque, et, je trouve qu'il y a toujours de la, comment dirais-je, des miettes, enfin pas des miettes, mais des sons parasites en fait. Est-ce que tu Hmm. peux nous en parler un petit Alors, peu? je vais apporter une précision peut-être. C'est que, alors en fait, c'est donc le Hammer from Nowhere. Ouais, ok, Allsworth, il a toujours revendiqué ça et ça se voit d'ailleurs. Et comme c'est un bon exemple que tu dis sur cette époque Soft Machine où là, il a un son vraiment de l'époque 70s, 80 avec un peu crunchy. Donc là, on entend vraiment bien. Lui, il joue comme ça clairement. Brett Gars aussi. Mais alors par contre, Tom Quell, Tim Miller, ils font toujours du pull-off, du pulling off. Hein. Ça, Hmm. ils ont gardé ils font pas du hammer from nowhere en descendant en fait. Pas Donc tout oui, le ils temps. reviennent, ouais, pas tout le temps. Hmm. Hammer en montant et pulling off en descendant. La différence, c'est que, et ce que précise bien Tom Quell, ce qui a changé tout le game, c'est que il a plus ce legato typique qu'on voyait dans les années avec Satriani où il y a vraiment l'index qui est planté comme ça et tous les Ouais. doigts qui tirent comme ça, et ce côté un peu, ce que disait Allsworth, le chat qui miaule là, tu vois, où on tire, il y a vraiment cet index planté. Et là, chez Tom Quell, Tim Miller, l'index n'est plus planté, les doigts sont très mobiles, ce qui permet d'arriver à faire des phrases qui dépassent le cadre des patterns sur 3 notes. Et ce qui fait qu'il arrive à jouer finalement des phrases avec des arpèges, des chromatiques, plein de choses, parce que la main est mobile. Donc il précise bien que justement, il ne faut plus ancrer son index et tirer comme ça. Il faut rester mobile, ça n'empêche pas de faire des pulling off, mais les doigts sont très mobiles. Et du coup, un très bon entraînement pour ça, effectivement, c'est de jouer en hammer from nowhere. Mais eux, quand ils jouent, on entend quand même que c'est beaucoup plus lié. Et moi, honnêtement, je vais te dire, j'arrive pas à faire ça. Hammer from nowhere, je le fais un peu, mais je peux pas jouer comme ça parce que j'arrive pas, en fait, simplement. Mais par contre, oui, j'ai détaché bien le jeu. J'essaie d'avoir les doigts le plus mobiles possible.
parce que j'aime pas non plus, enfin j'aime pas non plus, j'adore Satriani, mais je trouve que ce genre de legato, ça m'intéresse pas en fait. C'est d'une autre époque, quoi. Oui, oui, Donc voilà, c'est c'est une vraiment autre ça, c'est époque. la mobilité de la main plus que le fait de automatiquement faire des hammers tout le temps. Parce que des hammers, pour descendre les gammes, c'est pas facile, hein. Enfin, pas tout le Non, monde, je pense, c'est... Alors, ça. je peux témoigner là, puisque j'en profite, puisque j'étais en face. Donc, moi, j'ai vraiment, en 2020, je me suis vraiment mis à travailler cette technique. Il y a que, nous sommes en 2024, et la première fois où j'ai vraiment senti que ça y est, je commençais à arriver à faire ce truc, c'était il y a quelques mois en arrière, là, tu vois. Ouais, écoute, Donc, moi, alors, il fallait, tu vois, il fallait se dire, bon, bah, je continue le pulling off pour équilibrer, pour pas retourner trop débutant, si tu veux. Et puis, mais ce qui est intéressant, je parle pour les gens notamment qui font du jazz, c'est que c'est très intéressant. Alors, tu parlais de Satriani, qui est monstrueux. On va pas, bien sûr, on va pas remettre ça en c'est sûr. question. Bien sûr, un mec qui a quand même, qui a un impact un peu d'un Jimi Hendrix pour notre génération. Je pense qu'on peut le dire. Voilà. Ouais, ouais. Au niveau, je parle de l'impact. Réellement, c'est ce que tu vois. Par exemple, hier, on parlait de Terminator 2 avec Morgan Tomaso, euh, avec Jim. Et en fait, nos parents, quand ils ont vu Star Wars, ça leur a mis, ça les a blastés. Nous, ça a été plutôt Terminator 2 justement, et c'est ce genre de film. Donc c'est pour ça que je compare Jimi Hendrix avec Satriani. C'est l'effet que ça a fait sur notre génération. Mhm. Mais aujourd'hui, comme nous jouons du phrasé, on va dire fusion, jazz, etc., c'est vrai que cette technique-là nous permet de phraser d'une façon plus détachée, de mettre des notions de swing aussi, je pense. Ah oui, 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 bien sûr. Ouais. Ah oui, c'est radicalement différent, mais c'est lié aussi au style, forcément, hein. De toute façon, c'est impossible si tu gardes la technique Satriani. Satriani, c'est pas, enfin, je veux dire, ça swing pas. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas du groove, hein, je veux dire, mais Bien il y sûr, a pas cette volonté de swinger. Il y a tout pas à cette fait. phrase bop. Le phrasé bop, forcément, il va t'obliger à faire d'autres choses. Tu peux pas. Donc c'est juste, c'est même pas comparable. Mais maintenant, je trouve que les générations maintenant, en fait, les nouveaux guitares héros, je sais pas si ça se dit encore, mais on voit très bien qu'il y a les styles il y a plus de barrières en fait. C'est qu'à cette époque, dans les années 80, il y avait vraiment les rockers, il y avait les jazzman, il y avait les trucs. Maintenant, il y a tout qui se mélange et le monde est très ouvert. Il y a plein de guitares héros qui sont capables de taper des grilles de fou de jazz et autre chose. Voilà. Donc, c'est forcément la technique, c'est adapté à ce langage, mais enfin, si tu veux intégrer une phrase de Bob dans ton jeu, forcément, tu vas pas pouvoir jouer comme ça Satriani, c'est pas possible. Mais c'est juste ça, et c'est pas une question de valeur ou Ah oui, bien sûr, oui, oui, c'est oui, une oui. question de logique. Forcément, je vais devoir adapter mon jeu. Et si tu veux un jeu un peu plus souple, forcément, tu vas mettre du legato. Donc voilà. Et puis, en fonction des possibilités de chacun, c'est aussi je pense, un choix aussi qui est esthétique. Moi, Hmm. c'est beaucoup ça. C'est technique aussi parce que mon aller-retour est pas ouf. Enfin, surtout quand je dois passer les cordes, j'ai toujours galéré. Mais surtout, c'est esthétique parce que tous les gens que j'écoute aussi, et je pense que c'est le cas des gens qui aiment le gâteau, ils aiment ce jeu fluide. Donc, c'est forcément ton oreille, elle va guider un peu ce que tu as envie de jouer, quoi. Hmm. Tout à fait. Est-ce qu'aujourd'hui, alors par exemple, tu joues en ce moment, tu joues pas oui, tu joues principalement au doigt là depuis quelques années maintenant. Ah ouais, ça c'était ouais, ça fait quelques années maintenant que j'ai vraiment passé le pas. J'ai eu beaucoup de méditation, alors, il y a longtemps, hein. Je me suis été à jouer au Mediator, je joue à l'onglet. Après, j'ai passé 6 mois sans jouer au Mediator, puis je suis revenu. Puis après, j'ai commencé à faire les grid picking. J'essaie toujours de. Mais voilà, je suis passé définitivement au doigt parce que bon, je pense que pour moi, c'était le meilleur des compromis avec ce que je voulais faire. Et ça m'a pas gêné autrement. Quand je vois Matteo Mancuso, bon, je n'ai pas du tout le même style de technique, mais je veux dire, tout est possible. Le gars, il fait des trucs rock'n'roll. Donc, ça, c'est juste, à mon avis, pour moi, la meilleure décision. Et c'est aussi des choix, parce que quand tu as été métalleux, quand tu as commencé à l'anglais, lâcher l'anglais, ça fait peur, hein. Au début, tu te dis comment je vais faire pour jouer de la guitare. Mais je voyais qu'il y avait quand même des choses qui étaient plus faciles à jouer comme ça. Et ça m'a pas empêché à rejouer toutes les choses que j'avais envie. Moi, je joue beaucoup aussi au doigt parce que j'aime jouer des accords, intégrer des accords. Donc forcément, les briques pick ça peut être je dirais un bon compromis. Mais vraiment, moi, j'ai pas réussi à avoir la bonne balance de son, quoi. J'avais mon son d'anglais et mon son de doigt n'était pas bien balancé et du coup, ça me plaisait pas en fait. Donc voilà, j'ai décidé de passer le pas. Bon, je ne regrette pas du tout. Alors je me permets de te demander, tu as une technique, on pourrait dire, qui est très influencée par la technique de Nelson Veras, où tu mets beaucoup le pouce, si je puis. Oui, oui, oui. Tu alternes Alors, beaucoup pouce index, voilà, et tu ouais. rajoutes.
Les deux en plus, on va dire. Voilà. Principalement, je vais jouer ouais, avec les trois doigts, hein, la patte de poulet, Hmm. comme on dit. Ouais, ouais. Et effectivement, ouais, le pouce beaucoup en fait. En fait, ça vient quand pour des redoublements de notes, enfin, ça marche très bien, je veux dire quoi. C'est ça le Hmm. truc. Et moi, je sais très bien que ma grande faiblesse quand je jouais à l'anglais, c'est que j'étais pas bon dans les cordes. Sur une corde, je peux aller super vite, mais quand il s'agissait de passer les cordes, j'étais pas bon quoi. Et là, effectivement, le pouce index, j'avais une bonne connexion. Et avec les trois doigts, plus ou moins, j'avais essayé un peu d'intégrer un quatrième doigt, mais non, je pense, voilà, les trois doigts comme ça permet de faire des arpèges, ça permet de faire vraiment suffisamment de choses et je joue beaucoup effectivement avec le pouce. Ouais. D'accord. D'accord. Donc on va dire que, alors tu sais, Cyril nous disait que dans les personnes qui jouent de la musique baroque, beaucoup ils font une alternance Ouais. pouce-index. Par exemple, juste pour l'audience, on pourrait dire que par exemple une personne comme Matteo Mancuso, qui est très très populaire, il va alterner buter, c'est-à-dire qu'il va rentrer dans les cordes comme ceci, hein, voilà, en butant sur la corde suivante. Il y a le pincé, ben en fait c'est la même chose, mais sans, voilà. Et voilà, par exemple Nelson, il a, bon, j'ai l'impression que beaucoup les gens qui font de la musique brésilienne utilisent beaucoup le pouce en fait en général. La Ouais, musique latine. ouais. Quand tu accompagnes, enfin tu sais ce que c'est quoi, hein, quand tu Mhm. accompagnes la bossa, tu as beaucoup d'accompagnements qui sont basés avec donc, les trois doigts pour faire le corps de l'accord et la basse qui est généralement aussi parfois un peu indépendante. Donc forcément, dès le début, il y a ces mouvements, cette indépendance entre le pouce et je pense que voilà, ça se voit après dans l'improvisation parce que bah, c'est naturel pour eux, je pense en fait. Ça tombe tout le sens quoi. Après, dans le jeu au doigt, j'ai l'impression que, alors, tout le monde fait un petit peu, déjà je pense que la musique influe beaucoup. Par exemple, le flamenco. Tu sens que les mecs qui ont fait du flamenco, ils ont une technique bien précise avec notamment le pouce embuté beaucoup en utilisant que le pouce. Et par exemple, dans le cas de Sylvain Luc, puisque j'ai eu la chance de le rencontrer plusieurs fois et puis de beaucoup travailler sur lui, tu vois, dans les aigus, il a tendance à alterner bon, les deux normalement, tu vois, en pincé. Et après, il alterne, dans les graves, il alterne majeur et pouce, en fait. Donc, voilà. Ouais. Il y avait aussi j'ai rencontré un guitariste qui jouait au doigt pratiquement à 90% du temps. Et lui, il alternait, tu vois, l'index, au lieu d'alterner l'index et le majeur, parce que son majeur était beaucoup plus long que la moyenne, un peu comme David Vincent dans Les Inconnus, tu sais. Les envahisseurs. Voilà, Donc, les envahisseurs. Et en fait, lui, il alternait, tu vois, index annulaire, en fait. Parce qu'il me disait, bah, tu vois, moi, ils ont la même longueur exactement. Et c'est vrai qu'il arrivait. Le tout, c'est de développer son truc et de s'y tenir, en fait, quelque part par rapport à. Voilà. mais je dirais même en fait, c'est que les gens on fait ce qu'on peut en fait avant tout, avant de faire ce qu'on veut. Et Hmm. après on essaie de faire ce qu'on veut, tu vois, en travaillant. Mais clairement, ouais, voilà, les problèmes, enfin les problèmes, les différences anatomiques font aussi que voilà. Moi, je sais que j'ai, par exemple, dans cette main-là, dans mes deux mains, j'ai le tendon entre les deux mains, ils sont pas très indépendants ces deux doigts en fait. Donc Ouais. logiquement, je commence à faire, tu vois, je les trouve pas très souples. Donc forcément, j'ai plutôt travaillé les doigts avec lesquels ça marchait en fait. Et même en essayant d'intégrer, ça demande beaucoup de travail. Au bout d'un moment, quand ça demande trop de travail de faire quelque chose, tu te poses la question de savoir est-ce que c'est vraiment en fait utile. Il y a une limite, je veux dire, au travail, il y a une limite à aller contre nature. Il faut aussi embrasser un peu ce qu'on est et aller tout de suite vers les choses auxquelles on est à l'aise. Donc si le gars il préfère faire du shred, je sais pas, avec le petit doigt et l'index et que ça marche pour lui, ben, tant mieux quoi. Oui, C'est oui. ça qu'il faut garder en tête quoi. Hein. Tout à fait, oui. On a envie de. Alors, comme tu as quand même un sacré cursus, parce que bon, MAI, Jam, GAI plus conservatoire, il y a un côté, j'ai l'impression, aujourd'hui, on a tendance, grâce à, ben, finalement, aussi à des créateurs comme nous, c'est-à-dire des gens qui vont expliquer des choses sur Internet, on a tendance aussi à revenir à quelque chose de peut-être un enseignement plus souple, juste pour illustrer ce que tu dis, c'est-à-dire que oui, on fait aussi avec ce qu'on peut, avec sa morphologie, et si ça fonctionne, c'est ok. Chose qui aurait été peut-être plus compliquée il y a 30 ans en arrière, quand tu allais au conservatoire, si jamais tu jouais, admettons, tu te pointais, tu voulais jouer comme Marty Friedman, tout le monde t'aurait dit ah non, non, ah non, non, les gars, ah non, non, c'est pas bon, ta main droite, elle est pas bonne, etc. Donc voilà, aujourd'hui, on a tendance à plus s'ouvrir. euh, Je regarde même ces vieilles générations, je pense tout de suite à Metheny, Scofield pour la tenue de l'onglet, c'est un carnage, quoi. Enfin, tu vois, je veux dire, c'est un carnage dans le sens, il y a personne qui.
Et c'est peut-être les meilleurs guitaristes du monde, tu vois. Ouais, Marty Friedman avec sa position. Il y a aussi des gens qui tiennent aussi l'onglet avec le majeur, non pas l'index. Tu vois, je sais Oui, pas, j'ai pas d'exemple, mais j'ai des potes qui, j'ai pas le pote qui font ça et Sylvain qui Luc. déchirent. Sylvain Luc a alterné au Ah cours ouais, de sa ah vie. ben voilà. Mais Metni, alors pour les gens, Metni, alors il tient l'onglet, enfin le Mediator avec les. Oh merde, il va pas faire le focus. Avec les deux doigts, et en fait, il joue pas avec la pointe, il joue avec le côté. Voilà. Donc oui, voilà, et c'est Metni, quoi. Voilà. Bah voilà, ce que je dis, c'est qu'au bout d'un moment, voilà, il faut laisser faire les gens comme ils le sentent. En fait, c'est vrai que moi, en tant que professeur, parfois, t'as envie de corriger les gens, t'as envie de leur dire, écoute, il y a des choses bien sûr de base, hein, mais à la fois, il faut aussi laisser les gens être. En fait, leur sonorité, leur personnalité se développera comme ça, en fait. Oui. Donc, c'est toujours compliqué. Ouais. Mais C'est c'est sûr que laisser maintenant, on encore, est quand même une part de liberté ouais, Oui. il faut. Tu utilises, alors tu as un système, je dirais que je qualifierais ton système. Alors je vous invite à aller voir les études que fait Greg sur sa chaîne parce qu'il y a vraiment des perles dans les études. Euh, Par exemple, comment ton système, tu as créé plus ou moins, on pourrait dire un système d'accords, en fait, on pourrait dire que ce sont des harmonisations, comment tu développais ce système d'accords, Alors, ton le système système d'accords? d'accord, oui, mais en fait, c'est assez simple. J'ai fait un énorme travail dernièrement, mais c'est assez récent quand même, de travail d'accord à trois sons. Donc, donc deux intervalles, trois sons dans l'accord. Alors pourquoi? Parce que je trouve qu'à partir de là, je trouve que ça reste très malléable quand même. Il y a suffisamment d'informations pour que ça sonne, qu'on en reconnaisse l'harmonie. C'est pas seulement un intervalle, il y en a deux quand même. Et à la fois, les accords à quatre sons, ça prend toute la main. C'est peut-être pas toujours mobile, je veux dire, si tu veux le déplacer, l'intégrer. Donc je trouve que c'est un bon compromis. Et après, ben, la logique, je me suis dit, mais en fait, je devais être capable de jouer une gamme qu'avec des accords, c'est-à-dire avec la voix la plus haute et l'accord, et j'harmonise tout, et j'ai travaillé mes gammes comme ça, c'est-à-dire que alors j'ai pris je sais pas, un mode, n'importe quoi, et j'ai dit ok, je vais harmoniser la fondamentale, chaque note, et j'avais environ 2, 3, voire 4 accords par note, et je m'amusais à jouer des mélodies avec ces accords-là, et improviser en fait avec la voix supérieure mélodique, mais en harmonisant avec les accords, et je me dis, bah, il n'y a pas de raison, je le fais avec des notes toutes seules, je peux le faire avec des accords, et c'est ça le principe en fait, c'est que il y a souvent, je trouve, dans les guitaristes, bon, ben là, je fais un solo ici et je fais les accords là. Mais non, en fait, ça, c'est les accords et enfin, l'harmonie et la mélodie, c'est complètement lié en fait. Il y a Bien pas de, sûr. on ne va pas séparer ça. Et je pense, moi, mon regret, c'est quand j'ai appris la guitare, de ne pas avoir tout de suite commencé à intégrer de l'harmonie dedans et faire le lien tout de suite entre les mélodies et l'harmonie. C'est indissociable. Donc voilà, tout simplement harmoniser ces gammes en fait avec des voix aussi que tu aimes bien. Ça, moi, je ne peux pas décider, mais Oui. et puis chaque note a potentiellement un accord derrière qui peut la soutenir. Alors je tiens un peu à clarifier pour l'audience parce que enfin, je les connais, je sais qu'ils vont avoir des questions. C'est-à-dire que Greg va par exemple se dire tiens, je fais une gamme, on va parler en do pour que ce soit plus simple. Et Greg va se dire bah, tiens, à chaque note, je vais l'harmoniser avec avec deux intervalles. Par exemple, il va se dire je vais faire do, la seconde, ré, et je vais faire par exemple la sixte. Et du coup, il va monter sa gamme dans cette échelle. C'est-à-dire, il va faire Do, Ré, La, par exemple, dans le premier degré. Dans le deuxième degré, il va faire Ré, Mi, Si, etc. Mi, Fa, Do, etc., etc., etc. Donc, en fait, ça donne des accords qui sont difficilement chiffrables, mais qui sont simplement comme si nous harmonisions avec un harmoniseur en mettant simplement en assignant des intervalles que nous répercutons dans toute l'échelle de la gamme. Voilà. Ce que Voilà, j'appellerais une soupe d'intervalle. ouais, c'est ça. Alors, on peut faire effectivement avoir la même logique pour chaque intervalle, pour chaque note, mais on peut aussi faire. J'ai pas toujours la même logique parce que je choisis aussi ce que j'aime bien et ce Mm. que j'arrive à jouer. Il y a parfois certaines combinaisons, suivant les degrés, ne vont pas être aussi sympas. Oui, Mais bien sûr. voilà, le principe, c'est qu'effectivement, là, l'harmonisation, c'est juste un choix mélodique autour d'une note, quoi. Si je prends Do majeur, j'ai un Do, point. Ce sont tous des Do. Des Do avec certaines notes. Et vraiment, il faut plus prendre la tête. Je pourrais les chiffrer, mais ça n'a pas de sens, comme tu dis, quoi. C'est juste comment je peux colorer Do. Un Do Voilà. majeur, dans ce Ouais, cas-là. ouais, Voilà. ouais. Tout en restant, et c'est ce qui permet de faire vraiment, d'exprimer la modalité à son paroxysme, en fait. Voilà. Totalement. Ouais. Et puis ça habille, ça donne du contexte, voilà. Et puis j'avais vu que tu avais fait une vidéo il n'y a pas si longtemps sur ça, je pense.
on peut utiliser aussi du coup ces positions dans l'improvisation. Enfin, c'est lié, hein, je veux dire, les intervalles et c'est à la fois harmonique, à la fois mélodique. Donc, enfin, c'est gagnant-gagnant, j'ai envie de dire quoi. Est-ce que tu peux, est-ce que tu peux nous dire, tu nous as mentionné que en fait tu écoutais beaucoup de musique classique. Donc quand je dis classique, je parle de l'ensemble, bon, baroque, romantique, moderne, contemporain, hein, on pourrait post-moderne et tout. Bon, après on pourrait rentrer dans tous les. Est-ce que Ouais. tu, quelle part en fait la musique classique a influence ton jeu guitaristique? Ben voilà, c'est vraiment c'est marrant parce que j'adore le jazz, j'adore le métal, enfin j'adore plein de styles de musique que j'ai beaucoup joué à la guitare. J'ai pas tant joué ça de morceaux classiques, ça m'arrive de prendre des petites pièces de Bach pour le plaisir. Mais en tout cas, dans les œuvres classiques, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai étudié un morceau de piano avec un de mes élèves de Chopin. Quand j'étudie la mélodie, quand je joue, pour moi, c'est une transe, quoi. Je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de musique dans le monde qui me transcende autant, qui m'apporte autant de plénitude que la musique classique, en fait. Si j'écoute des trucs de Bach, je vais me taire, je vais me poser, je vais écouter, je vais admirer, en fait. Ça, je ne suis pas croyant, je ne sais pas si Dieu existe, mais ça, pour moi, c'est la musique des dieux. Tu vois ce que je veux dire? Oui. C'est qu'il y a une telle perfection harmonie quand j'écoute Mozart. C'est la seule musique qui me touche le plus, en fait. Paradoxalement, et c'est la musique que je ne joue pas. Tu vois, je veux dire, je ne suis pas un musicien classique, mais quand je mets ça, je trouve ça fabuleux en fait. Quand j'analyse tout, quand j'écoute là, il n'y a pas une note de travers, il n'y a pas une note qui est pas au bon endroit. C'est juste fabuleux. Donc cette part-là, en fait, c'est de l'écoute. Euh, je dirais la transmission après que je peux avoir, c'est par rapport. Moi, j'écoute beaucoup et j'adore surtout les suites de luth de Bach. Et j'ai joué pas mal de musique comme ça. Et j'adore le son du luth en fait. J'adore cette souplesse. Il y a un peu une fragilité. Et j'essaye beaucoup maintenant quand je regarde des musiciens qui ont des théorbistes. Donc théorbe, c'est un espèce de lutte avec l'attitude, la façon de jouer, de gratter les cordes. J'essaie de m'inspirer de ça parce qu'il y a une espèce de, il y a une douceur, il y a un truc que j'aime bien là-dedans. Et les sonorités, voilà, je trouve que c'est la musique classique, enfin, dans un grand terme, d'une manière générale, c'est une musique qui est très riche harmoniquement. Ça raconte beaucoup de choses. Et moi, c'est comme ça que je mémorise beaucoup la musique, c'est que je vais avoir une conscience des accords, de leur rôle dans la musique, des couleurs, des émotions que ça apporte. Et donc, ça me parle, en fait. C'est pour ça que j'écoute aussi beaucoup de musique instrumentale, parce que j'écoute pas spécialement les paroles. C'est pas ça que je veux dire. Moi, la musique, ça me parle déjà. Je veux dire, dans le sens couleur, ça exprime des choses. Et je trouve qu'il y a beaucoup ça en musique classique. Il se passe beaucoup de choses, ça raconte beaucoup, beaucoup de choses. Et forcément, du coup, ça m'influence beaucoup après ce que je joue, quoi. Mm. Les couleurs, les harmonies et beaucoup de. J'ai un jeu, je trouve, très vertical, c'est-à-dire que je vais toujours essayer d'aller chercher des intervalles et qu'on entende des accords, en fait. Ouais, Et moins mélodique et jouer sur la texture comme un bluesman, par exemple. Tu vois. ouais, ouais, ouais. Donc, ta préférence, tu as cité Bach, tu as cité Chopin. Est-ce que tu aimes, Mozart. par exemple, Rachmaninoff aussi, par exemple Ouais, ça j'aime. Ouais, un peu moins. Après, c'est un peu plus, ouais, au niveau. Ouais, bon, c'est bien aussi. Non, j'ai moins été dans ce genre de pianiste, ouais. Et Ravel, Après, Debussy? ouais, Ravel, Debussy, j'aime beaucoup aussi, ouais. Ouais, ouais, bien sûr, ouais. D'accord. Ouais, ouais, ouais. Bon, après, il y a Est-ce que tellement tu de. connais Paul Galbraith? Non, Donc je ne c'est connais un pas. guitariste de. Je vous invite d'ailleurs à aller tous écouter parce que c'est absolument extraordinaire. Et j'ai envie de te dire que notamment dans l'interprétation de Children Corner Suite de Debussy, c'est de loin la meilleure interprétation de cette pièce. Voilà, alors donc lui, il joue de la guitare 8 cordes, il la tient comme un violoncelle, comme ceci, d'accord. Et il a, en fait, si tu veux, elle est liée à un genre une grosse, grosse caisse de résonance. Donc, je t'invite à aller écouter parce que vraiment, quand il interprète Children Corner Suite, c'est la meilleure, sans parler de. C'est hallucinant parce que c'est à la guitare. Donc, notamment, il a fait pas mal de Bach, il a fait pas mal de. Il a fait aussi Haydn. Alors Haydn, c'est... Écoute, je te jure, t'entends ça, tu te dis... c'est incroyable de jouer comme ça de la guitare. Et notamment, et Children Corner Suite, et outre le fait que ce soit hallucinant, que ce soit fait à la guitare, c'est aussi l'interprétation que je trouve la meilleure de toutes celles que j'ai entendues, en fait. Voilà. Donc c'est Paul Galbraith. Je t'enverrai le lien vers Ouais, les ouais, albums. merci, hein. Ouais, ouais. Il n'y a pas de souci. Euh, Est-ce que tu as actuellement des projets? Est-ce que tu as un projet d'album Ouais, alors, j'ai pas mal de projets.
Là, j'ai un album que j'ai fait un bon ami. Alors, c'est de la musique qu'on avait fait ensemble, hein, on a un groupe. C'est difficile à décrire. Je vais te dire le groupe de rock, mais c'est pas du rock. C'est entre, allez, peut-être Radiohead avec un peu du Pink Floyd. Bon, je sais pas trop ce que c'est. C'est de la musique un peu ambiance. Mais en tout cas, il y a un chanteur. C'est un pote chanteur. On a écrit de la musique pendant 5 ans ensemble, il y a très longtemps. Et bon, on l'a pas sorti pour diverses raisons, je ne sais pas. Et là, on s'est mis, ok, on va sortir notre EP. Moi, j'ai enregistré toutes les guitares et les basses. Et là, donc le mois prochain, ça va être batterie et chant. Et ça devrait sortir, je pense, d'ici là, bon, d'ici un bon mois, 2 mois. Donc ça, c'est un projet que j'ai fait avec lui, bon, qui était un petit peu sous le tapis. Mais finalement, on a décidé de sortir quand même. Après, là, dernièrement, je suis dans un projet rien à voir, un peu de cours en ligne où je suis en train de faire tout un truc qui me prend énormément de temps. Donc, je suis un peu, justement, dernièrement, pas trop dans l'artistique. J'ai pas trop fait de fusion. J'ai pas trop bossé ça. Ma chaîne personnelle est un peu à l'arrêt parce que je suis en train, justement, de bosser sur un autre concept qui me prend beaucoup de temps, mais voilà, il faut savoir le faire. Je serai très content quand ce sera sorti. Ça va pas tarder non plus. Tu peux Et nous en après, parler? Est-ce que c'est pour quelqu'un ou c'est toi qui crée c'est le moi truc qui de ai toi? créé. Alors, je vais pas trop en parler dans le sens parce que tant que D'accord. c'est pas sorti, c'est un peu, tu vois, Ouais, ouais, d'accord, ok. mais le principe, c'est ouais, une sorte de tuto, c'est un truc un peu plus pour tout le monde, un peu plus voilà, grand public. Mhm. Donc des trucs de guitare, voilà, sous forme pour les réseaux sociaux, sous forme de short. Donc j'ai fait tout un truc. J'ai peut-être 2 3 mois de contenu avant, donc j'ai fait ça bien, quoi. J'ai essayé de faire un truc vraiment solide avec une fréquence de post un peu importante. Donc ça, c'est un projet plutôt pédagogique que j'ai. Et voilà, c'est pour ça que ça fait voilà, peut-être 3 4 mois dessus. Ça prend beaucoup de travail de montage, tout ça et tout. Enfin, ça, tu sais ce que c'est après aussi, ce job un peu là Ouais, euh, ouais. de De créateur de contenu. créateur de contenu. Donc voilà, après ça, je pense que bon, ça va rouler un peu plus. Je vais devoir quand même continuer à alimenter le truc parce que je vais essayer d'aller jusqu'au bout. Mais je vais revenir à des trucs plus artistiques et peut-être me reprendre un peu la guitare et voilà, recréer des trucs sur ma page perso, mais peut-être en essayant de penser à un axe un peu plus précis, un peu plus consistant. Parce que je trouvais que ma chaîne était assez. Bon, je faisais un peu de tout, quoi, mais ça manquait, je trouve, un peu de consistance. C'est bien, je trouve, après, voilà, d'arriver, d'exister dans quelque chose et de faire quelque chose sérieusement, quoi, d'y aller un peu à fond, quoi. Donc voilà. D'accord. Et pour l'instant, puisque nous avons, souvent nous avions échangé par message, etc. On parlait beaucoup. Tu comptes rester sur Bruxelles ou tu veux? C'est pas trop, on verra. C'est possible que je bouge. L'avenir le dira. Je suis pas tout seul non plus. Hein, donc je suis avec quelqu'un aussi, donc il faut aussi pas bouger pour bouger. Parfois ça le fait, hein, mais si c'est pour après se retrouver et après plus avoir de travail ni rien, puis enfin, ça n'a pas de sens non plus. Donc il faut Oui, aussi respecter la logique, voilà, économique des choses quand même. Après voilà, développer en plus, je pense, le côté internet pour et arriver aussi à vivre de ça, pour aussi justement être du coup plus libre. Parce que je trouve ça, c'est un des côtés très intéressants, je trouve, du créateur de contenu, c'est qu'après voilà, tu vis d'une pièce et plus ou moins, et tu peux faire ça à peu près n'importe où, quoi. ouais, Donc ça m'intéresse aussi, voilà, à ce niveau-là. Et de ouais, pas c'est vrai être que c'est. pris d'être dans une ville et dans une énergie d'une ville. Parce que ça change. Moi, Bruxelles, si je vois depuis 15 ans, ça a vachement changé, par exemple. Tu vois, donc, Moi, je me suis fait, bon, je peux en parler. Je me suis fait agresser. Je revenais d'Égypte. Ouais, je revenais d'Égypte, puisqu'à la base, je me suis dit, ah bah tiens, je vais passer par Bruxelles en revenant d'Égypte. Donc, je me suis dit, je vais appeler Greg. Et en fait, je me suis fait agresser pour la seule fois de ma vie. Je me suis fait agresser en sortant de la gare Bruxelles Midi. Donc, ouais. ouais, c'est vrai que Bruxelles, j'ai un peu halluciné quand même. Et de la chance parce que ça faisait déjà 15 jours qu'ils avaient nettoyé. On s'imagine si tu arrivé 15 jours avant. Ouais, ouais, Ça aurait parce que. pu Ah, te j'ai quand dire, même halluciné, hein. Je te dis, j'ai halluciné, même la ah, mais tout le gare et monde tout. hallucine. Tout le monde hallucine. Tous mes potes qui Ouais, viennent ouais. ici. Il Et, y a des mais bon. comment il a, alors puisque bon pour les gens, comment il comment dirais-je l'écosystème musical artistique de Bruxelles, y a-t-il beaucoup de concerts Ouais, mais il y a eu, ça diminue énormément. Par exemple, là, il y a j'ai appris ça il y a pas longtemps. Donc, donc c'est un des clubs de jazz les plus connus, il s'appelle le Sounds. Donc ça a été repris, il y avait un gars qui tenait ça avant, ça a été repris. Donc il y a des chouettes concerts là-bas. Moi j'ai vu des chouettes trucs. C'est une salle qui est très connue là-bas, qui est un peu une institution à Bruxelles, XL, là où je suis. Ben, elle va fermer, tu vois. Donc le problème c'est qu'il y a l'écosystème, il se fragilise quand je suis arrivé, je pense, et c'est encore plus le cas avant. Il y avait beaucoup plus de concerts, c'était beaucoup plus vivant. Là, ça se tend pour les musiciens, mais ça, c'est partout, quoi, hein, avec le Covid, tout ça. Ça se tend. Et alors, j'avais Bruxelles, c'est une grande ville, mais c'est un village, en fait. Donc, c'est beaucoup dans le contact, c'est beaucoup dans le truc. Tu joues, c'est ton pote qui te fait jouer. Enfin, c'est un peu comme partout, tu vois.
Mais c'est pas à comparer avec Londres ou Paris ou quoi que ce soit, hein. Je trouve ça un peu plus, c'est un peu toujours les mêmes personnes qui jouent, c'est les mêmes personnes qui tiennent les trucs et c'est comme ça que ça marche, quoi. Voilà, c'est tout, hein. Oui, oui, oui. De toute façon, oui, je crois que c'est, tu sais, je pense que c'est un peu partout pareil, hein. Ouais, ouais, ouais. Donc, et puis en plus, j'ai envie de te dire que bon, bah, tu vas sûrement être d'accord. Quand tu fais du jazz fusion, t'es un peu comme un Kosovar serbe. T'es un peu rejeté par les Kosovars parce que t'es serbe et par les Serbes parce que t'es Kosovar, quoi. Ah oui, 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 mais ça c'est clair. T'es Alors, nulle part, les mecs partout. qui font du jazz, ils disent ah ouais, mais tu fais de la fusion. Et puis les mecs qui font du rock, ils disent ah ouais, mais tu fais de la fusion. Ouais, donc c'est un style un peu. J'ai l'impression que c'est un style très guitaristique finalement, un peu la fusion. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Oui, oui, complètement. Mais bien sûr. Mais tu voyais, par exemple, si je prends voilà le band avec Chick Corea, il y avait ben voilà Electric Band. T'avais quand même voilà, il a compris que alors lui il a un style bon. Moi Chick Corea j'adore, hein, franchement je Ouais, suis bien sûr. fan. Il a côté il peut jouer des trucs très classiques aussi. Il a vu aussi l'intérêt d'amener des gens un peu plus électriques comme bah, Gamba. Après il y a eu d'autres choses. J'ai vu il y a pas longtemps Charles Altura aussi. J'aime beaucoup Oui, ah, ce j'adore, j'adore. déchire aussi. Donc je trouve qu'Yans, ces guitaristes-là, ils commencent à trouver un peu leur place un peu partout, dans des trucs plus shred à la fois, et à la fois dans des trucs plus jazz. Donc ils arrivent finalement à être un peu partout aussi, et être acceptés pour certains, donc sans que ça défigure la musique aussi, tu vois. Donc Bien sûr. Rosenwinkel, on le considère plus comme un traditionnel, il a quand même été très électrique et tout ça, donc ça vient, quoi, tu vois. Oui, il a quand même apporté. Ouais, Rosenwinkel, il a quand même apporté. Pareil, c'est un peu. C'est un peu. J'ai l'impression qu'il a fait un peu l'effet d'un Jimi Hendrix, mais à l'intérieur de la guitare jazz. Un petit peu. Ah, totalement. Ben, moi, quand je suis arrivé à Bruxelles au conservatoire, c'était vers 2007-2008, c'était le moment de Next Step, un peu après. C'est là où il commençait un peu il avait vraiment explosé, mais tout le monde parlait que de lui, tout le monde essayait de jouer que comme lui. Il a vraiment complètement marqué une génération de guitaristes de jazz, quoi. Et de composition aussi, hein, dans la composition, dans tout le truc, hein. C'est la folie, quoi. Et il s'est C'est détaché quand même beaucoup des vieilles générations aussi, quand même, tu vois. Ah oui, oui, oui. Là. Je sais pas si tu connais ce live au Smalls. Je crois que c'est un de ses premiers albums où il joue une super version de Run Bad Midnight. Oui, oui, ouais. Euh, alors, alors moi j'ai toujours trouvé que c'était bien, mais tu vois, j'ai jamais vraiment accroché. J'ai toujours trouvé que c'était hyper novateur au niveau du phrasing, au niveau du son, au niveau de même de la vision des choses, puisqu'il y a eu quand même même des albums un peu de musique expérimentale où il joue avec une boîte à rythme. Je pense à Earthcore, qui Ouais, ouais, porte ouais. le nom de son On label. préférait, mais voilà, ça Voilà. dit bien, ça parle bien du musicien quand même. Il y avait un côté très créatif. Hmm. Moi, j'ai vu un concert de lui au Village Vanguard en 2008 là, avec Brian Blade, le Fellowship Band là. D'accord. C'est un des concerts le plus grand claque que j'ai pris ma vie. Bon, donc, pour ceux qui ne connaissent pas, le Village Vanguard, c'est un petit jazz club à New York très connu. Il n'y a pas beaucoup de place, donc on n'était pas beaucoup. Il y avait une ambiance vraiment très feutrée. Et mec, c'était un truc, ça avait décollé. C'était limite vaudou dedans. On était transporté complet, quoi. Donc Ouais. il y a quand même, moi j'ai vu en live, j'ai vraiment compris parce que dans les CD avant qu'ils faisaient, parfois les solos et tout, Next Step, le son était particulier. Moi j'ai vu, bon j'aimais sans aimer, enfin j'aimais bien, mais c'était pas non plus. Et là le voir en live jouer ces trucs, c'était vraiment vraiment important. Maintenant c'est un peu, là je trouve qu'il se perd un peu, mais c'est personnel. Mais cette période-là, 2000-2010 pour Rod Winkle, c'est l'apogée, Après, quoi, hein. parce que je l'ai croisé en décembre, là, il était à la masterclass. Alors moi, j'étais en masterclass avec Sylvain Luc et puis il y avait la classe de Rosenwinkel à côté. Donc j'ai vu le concert la veille. Bon, alors je veux pas, mais bon, quand il a vu jouer, je crois qu'il connaissait pas trop Sylvain parce qu'ils ont joué donc en quartet avec Dédé Ceccarelli et Richard Bona. Et quand il a vu jouer Sylvain, mais il a melted face quoi. C'est, wow, mais qu'est-ce que c'est ce truc, tu vois? Enfin, Tout le monde, hein, de toute façon. ouais, oui, oui, tout le monde, oui, oui, tout le monde. Il y a pas des, Sylvain, il n'y a pas d'égal à ce type, quoi. Je veux dire, Ah ouais, non, c'est clair, c'était ils ont monstrueux. compris sa route, ils ont compris que. Et ce qui est marrant, c'est qu'ils avaient c'est ça le pire, c'est qu'il y a une telle humilité, quoi. C'est que ce gars, il est tout tranquille, il prend la guitare, il fait un tour de l'assaut, il en revient, ça déchire tout le temps. Enfin, Ah ouais, c'est il un joue mieux, amour. il joue mieux ton style que toi, tu joues ton style, en fait. C'est ça qui est fou, quoi. Il fait Ouais, tes ouais. 3 minutes, il joue mieux que toi. Donc, Ah oui, ouais, oui. c'est c'est ça qui est Et fou, pareil, je vais te dire une anecdote. À un moment donné, écoute, Greg, là, tiens, j'en ai des frissons d'en parler là, c'est incroyable. quoi. Euh, le mec, à un moment donné, joue j'ai du bon tabac dans ma tabatière. D'accord? Je te jure, Ouais. je te jure, t'achètes le CD. Mais oui, oui.
Mais Ah, il a montré qu'il n'y a pas de mauvaise musique, il n'y a que des mauvais musiciens, hein. C'est pour paraphraser ce qu'avait dit, je crois, Miles Davis, je sais pas quoi. Voilà, la musique, les mélodies, ça dépend ce que tu en fais, et voilà. Et lui, il savait faire ça, il y a pas de, il y a pas de il souci, a, quoi. si tu veux, alors d'un point de vue, puisque bon, bah, c'est agréable de pouvoir parler avec une personne qui connaît, qui a un peu les mêmes références que toi. Si tu veux, ce mec-là, il a pris les bases que 99,9 999% des gens auraient dit ah ben c'est bon, c'est bon. Et lui, en fait, des bases, il en a fait, mais il a transcendé, surtranscendé en fait les bases. C'est-à-dire qu'avec un matériel, c'est comme si je te donnais un œuf et de la farine et que tu arrives à me faire une pièce montée, quoi. C'est presque, on en est là, quoi, tu vois. Ouais. Donc, et ça a le goût du sucre, et tu sais pas. Mais attends, il y a juste un œuf et de la farine, et le gars il t'a fait ça, c'est de toutes les couleurs, c'est sucré, il y a tous les goûts, il y a du croquant, il y a du fondant, il y a un goût de fruits, tu sais pas pourquoi. Et le mec, voilà, c'est ça. C'est que tu lui donnes n'importe quoi, le gars il en fait une pièce. Voilà, c'est énorme, énormissime. Franchement. Et le mec, comme tu le dis, le mec il est aussi gentil et doux que ce qu'il était talentueux, quoi. Ah oui, oui, Voilà. oui, il y a pas C'est de. Ah oui, incroyable, c'est clair, hein. C'est bon, qu'est-ce que tu veux? C'est les musiciens comme ça, il y en aura un par siècle, je sais même pas quoi. Le Voilà. boulot. Parce que le gars, je t'assure, hein, moi par exemple, les gens de mon entourage pensent que je suis un autiste de la guitare parce que j'ai toujours une guitare dans les mains. Lui, c'est pire. C'est pire. Ils ont fait que jouer avec sa femme et avec son épouse, Marie-Lise Floride. Ils ont fait, pendant la pause, ils ont fait que jouer, que jouer. Il n'a pas lâché la guitare pendant 3 jours. Ça, sur une vie, bon, bah, aussi, plus le talent, le don, bah voilà. Voilà. Oui, 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 bah ça c'est sûr que voilà, hein, comme tu le dis, c'est un bosseur aussi, enfin, c'est un bosseur. Il bossait pas, c'était Sylvain lui qui prenait Ouais. il faisait de la musique, quoi. Il n'y avait pas se Voilà, mettre à voilà, taper c'est des ça. gammes, je sais pas quoi. C'est ça. Il prenait sa guitare, et puis voilà. Moi je connais des gens qui, moi je connaissais pas personnellement, donc je vais pas commencer à me la raconter, mais je connais pas mal de gens qui le connaissent bien, et ils m'ont expliqué un peu comment il était, tout ça, et puis il est déjà, apparemment, dans la vie, il était comme on le voit dans les reportages. Parce que moi j'ai beaucoup regardé de reportages parce que je trouve que qu'au-delà de la musique, ce qu'il disait était très très enrichissant, était très très, enfin, ça me nourrissait aussi. Et c'est un gars, il va prendre sa guitare le matin, il va se mettre dans son canapé, il va faire un morceau, quoi. Il dit, je fais un début, un milieu, une fin. Donc il y avait toujours cette logique chez lui de créer de la musique, une pièce, peu importe. Il n'y avait pas d'exo, pas de truc, je sais pas. Il avait avoué lui-même que c'était pas un grand professeur, il n'a pas te montré comment faire un truc. Mais il y avait cette volonté de faire de la musique, et à partir de rien, quoi. Tu vois, il va taper sur une table, il y a du son, enfin, c'était la musique réincarnée, quoi. Tout pour lui, à mon Exactement. avis, était musical, en fait. Ouais. Et c'est ça qui est incroyable, c'est qu'il y a aussi ce truc-là d'arriver, ben, prends ta guitare et fais un morceau de A à Z, aussi court soit-il. Après, lui, il te fait ça pendant 2 heures, ça, c'est un autre problème. Après, il a développé le truc à fond, mais Ouais. c'est ça, il y avait vraiment, il était tout de suite dans la musique. Il y avait pas de, c'était pas autre chose, quoi. Mm. Et ce que je veux te demander un peu vis-à-vis bon, ben, de l'endroit où nous sommes, donc sur cette chaîne où nous parlons quand même pas mal de pratiques, comment toi, comment tu pratiques personnellement quelle est ta manière de procéder Bah, il y a eu bah, forcément différentes manières au cours de l'évolution, quoi, hein, forcément. Je pense qu'on n'a pas toujours les mêmes besoins au même moment. Là, actuellement, bah, quand je passe dans une, là, je fais beaucoup de travail sur ordinateur, j'ai pas beaucoup pratiqué la guitare. Mais ce qui est marrant, c'est que j'ai pas spécialement perdu non plus. Donc ça m'a rassuré dans un truc, c'est que moi, quand je suis sorti du MAI, alors j'étais à l'américaine et j'ai dit, moi, Steve Vai, j'ai entendu, il a travaillé 12 heures, je me suis fait un programme de 12 heures, et je restais dans ma chambre 12 heures pour travailler la guitare. Et ça sert à rien, en fait, tu vois. Ce côté un peu, il faut bosser, il faut bosser, bosser. Ouais, il faut bosser la guitare, clairement. Mais il faut savoir quoi bosser, parce que sinon, tu passes ta vie à bosser. Et 24 heures dans une journée, c'est pas suffisant pour travailler la guitare. Il y a toujours des exercices, il y a toujours un truc que tu sais pas faire. Donc là, je pense là où j'ai vraiment affiné ma pratique, c'est de savoir, de déterminer comment je voulais sonner, qu'est-ce que je voulais. Et quand tu sais ce que tu veux, un peu, là du coup, l'entonnoir, ça se réduit vachement en fait. Et après, tu vas chercher, ça dépend, ça peut chercher des idées du vocabulaire, ça peut être. Moi, j'ai eu beaucoup de phases. Une phase, je faisais que du vocabulaire, j'ai travaillé des millions d'arpèges, j'ai testé des millions de trucs. Après, j'ai une phase où je faisais que des accords. Donc, je suis un peu trop extrême parce que j'ai vraiment des énormes moments où je travaille énormément, mais uniquement la même chose. Et je pense qu'il faut toujours rester un peu varié. Tu vois, il faut toujours un peu travailler un peu de tout. Et là, je pense que j'ai, avec le temps, emmagasiné suffisamment de matériel. Là, je vais plutôt passer dans une phase où je vais surtout créer de la musique, jouer en fait, et appliquer ce que j'ai, et plus essayer de refaire un relevé ou un truc, parce que
il faut rééquilibrer, je dirais, tu vois ce que je veux dire. Quand Oui, tu bien fais comme sûr. ça, rythmiquement, mais t'es zéro en rythme, ça n'a pas de sens. Tu vois, il faut essayer voilà. Revenir à des choses plus simples aussi, et la création, et je pense que c'est plutôt ça que je vais faire. Moi, j'ai plus trop de programmes. Quand je n'ai pas d'exercice pour me chauffer, je vais me lever, je vais faire un peu de musique, ou je vais prendre une pièce de Bach pour jouer, pour me mettre un peu dans une bonne humeur aussi. Et après, je vais essayer de créer de la musique ou improviser sur des trucs. Mais je vais plus être dans une phase où je mettais, alors à 10 heures tu fais ceci, à 11 heures tu fais cela. Je dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais je suis plus dans cette phase-là, tout simplement, en fait. Oui, oui. Donc j'ai plus trop j'ai été très organisé comme étudiant, j'avais toujours des trucs, mais je pense qu'au bout d'un moment c'est bien aussi de jouer, quoi. Oui, Tu le disais aussi dans un vlog, je crois pas, où j'avais regardé un truc, ça reste quand même le principal intérêt, hein. Il oui, de faut jouer. jouer, Ouais. quoi. Jouer et voir, parce que si t'as bossé un milliard de trucs, très bien, mais qu'est-ce que tu es capable de jouer, quoi. Ouais, ouais, tout à fait. Ouais, ouais, tout à fait. La notion de plaisir est essentielle. Sinon, Ah on oui. ferait autre chose, clairement. Tu as Et quel puis âge, si c'est pas trop indiscret? alors attends, tu me poses, j'ai 42, je vais 42. avoir 42. D'accord, tu vas avoir 42, ouais. J'ai arrêté de conduire. Ouais, Ouais. ouais. Non, mais moi, c'est pareil que toi. J'oublie. Moi, je suis obligé de réfléchir Du pour coup, savoir dans quelle année nous sommes. Donc, ouais, ouais. Bah, c'est super intéressant, en tout cas, c'est super intéressant. Alors moi, personnellement, moi, je suis très fan de ce que tu fais, donc je vous mettrai tous les liens dans la description. Je vous invite à aller voir les pièces que Greg compose. Parce que, alors, ces petites études, en fait, comment tu les... Alors, enfin, moi, je qualifie ça d'études. Euh, C'est ça, c'est bien qualifié. C'est le principe, les études à l'époque, on voit dans la musique classique, tout ça, c'était le but d'une étude, c'est de souligner c'est de rendre musical ou appliquer des concepts. Ça peut être harmonique, mélodique, ça dépend des arpèges. Donc c'est thématique. Donc enfin, moi, si je fais une étude, tu prends un concept et tu essaies d'en faire de la musique et d'apprendre ça. C'est entre l'exercice, mais c'est pas soporifique. Le but, c'est quand même aussi de le faire de façon musicale pour que justement tu sois déjà ça plus agréable à travailler et aussi applicable concrètement. Donc c'est ça le principe de l'étude. Moi j'ai toujours bien aimé parce que je faisais beaucoup ça hein, quand j'ai commencé à apprendre le jazz. Je prenais, je sais pas, je prenais un standard, je m'écrivais des solos, quoi. Je m'écrivais en croche, en double, pour apprendre la mécanique, pour apprendre le son, pour entendre des choses, pour te forcer à entendre des choses, parce qu'au début, tu joues un arpège sur une couleur, pouf, c'est un peu particulier. Mais à force de le jouer, tu commences à l'apprivoiser. Et donc, c'est pour apprivoiser des techniques, pour apprivoiser du son, voilà, et intégrer du matériel de façon plus ludique que, oh, je sais pas, un oui, bosser exercice. des gammes, au Voilà, métronome, etc., etc., oui. voilà. Donc Mais ça, voilà. c'est intéressant. Alors, je le dis pour les gens. Ce qui est intéressant aussi donc la façon de se créer son étude, c'est le fait d'avoir la démarche avant, c'est-à-dire qu'on identifie un problème à régler ou du moins quelque chose à améliorer, une carence à soigner, entre guillemets. Et déjà, rien que déjà cette réflexion-là, je pense que c'est la moitié du travail de fait. Et le fait de s'écrire une pièce qui, en même temps, donc donne des contraintes, c'est-à-dire tel ou tel mouvement, telle gamme, telle tonalité, etc. D'avoir cette contrainte mêlée à quelque chose de musical, c'est là que en plus, c'est ce que faisaient les études de Chopin, par exemple, c'est magnifique. Par exemple, il y en a 24, c'est ça les études de Chopin, il me semble. Ouais, je crois. Ouais, je sais 24. plus trop. Enfin, en tout cas, il y a aussi celle de Schubert. Enfin, bon, il y en a qui sont démoniaques. Il y a les études, tu sais, je pense à celle de Scarlatti aussi, que Mhm. même Rachmaninoff disait que ces études étaient absolument injouables, quoi. Pourtant, Rachmaninoff, quand même. Voilà, Ça, donc il y a quand même cette notion, voilà, en même temps se donner des contraintes techniques, d'identifier un problème, et après de transformer ça en quelque chose d'artistique et musical, quoi. Voilà. ouais, c'est Donc, exactement ça. Voilà, c'est qu'en fait, et puis c'est aussi quand tu composes une genre d'étude, c'est de la composition, hein, on est d'accord, ou de l'improvisation au ralenti, c'est de jouer des choses que tu t'entends mais trop tard en fait. Donc c'est ce que je veux dire, c'est que tu ne serais oui, pas capable de le faire en direct. Et donc de le composer, de l'apprendre, c'est que en fait tu intègres du matériel que tu aurais voulu jouer mais que tu n'étais pas capable parce que c'est pas venu. Donc c'est te mettre en fait, comme tu dis, d'intégrer des choses que tu as envie de jouer en fait avant tout. C'est pas une étude pour quand je fais des études, ça reste aussi basé sur ce que j'ai envie de jouer, évidemment. Et je pense que n'importe qui est capable de faire sa propre étude en fonction de, comme tu as dit, des carences. Ça peut être
gérer des carences. Là, je suis pas très bon en triolet, j'arrive pas bien à produire en triolet. Ben, fais-toi une tune en triolet, à force de la bouffer, ça va rentrer, tu vois. Ou alors simplement pour découvrir aussi, donc c'est régler des carences, découvrir de nouvelles choses, intégrer des choses dont on a envie, on a besoin. Et voilà, ça, on peut le faire à tous les niveaux, donc de toute façon différente. Je trouve le principe de l'étude, ça a toujours existé dans la musique et c'est voilà, je pense que ça fait ses preuves aussi, quoi. Hein. Et notamment, tu as parlé beaucoup de Chopin. Je sais que, alors j'ai lu plusieurs biographies de Chopin. Mhm. Visiblement, bon, c'est une personne qui donnait quand même beaucoup de cours. Donc ces études-là, il faut le savoir, c'était fait pour les élèves, quoi. Ouais, Aussi. ouais. Par exemple, Children Corner Suite de Debussy, c'est une commande d'une prof de piano parisienne, quoi, tu vois, par exemple, à la Ah ouais. base. Donc, tu vois, et les mecs, bah, c'est quand même beau, moi je trouve ça, de maîtriser la musique, la mélodie, l'harmonie, au tel point de se donner des contraintes et après d'en faire des pièces aussi belles, c'est quand même, c'est extraordinaire, quoi. Ben voilà, ouais. C'est ce que c'est finalement, c'est ça. Il y a pas quand t'as la musique, quand t'as la contrainte, ça veut dire quoi en fait? Voilà, euh, ça peut être aussi positif. Tu Oui, vois, bien sûr. Bill Evans, il disait ça. Je me rappelle, il disait que pour lui, il n'était pas très fan, par exemple, du jazz, tu sais, le free jazz, tout ça. Il dit que ça partait. Il dit que lui, la véritable liberté, c'était justement arriver à faire quelque chose malgré la contrainte. C'est d'arriver à sortir du carcan. Et genre, quand tu as un cas, tu joues au Tone Leaves, tu as les mesures, tu as le nombre de mesures, blabla, tu as ces accords-là, et d'arriver à sortir du truc, à faire un truc incroyable dedans, c'est de donc sortir du cadre. Le cadre est utile en fait, parfois, ça donne de la consistance, ça donne du sens. Et après, tu peux aussi en sortir de là. Donc, la contrainte n'est pas toujours négative. Je veux dire, ça peut permettre de faire des très beaux solos. Si tu dis, ben là, je vais faire un solo avec des arpèges, tu peux sortir un truc magnifique parce que tu vas te concentrer sur ces choses-là. Tu vas pas te disperser. Tu vois, donc il y a quand même aussi dans la musique une notion, je trouve, qui est importante, c'est qu'il y a du sens, il y a un fil conducteur en fait. Et voilà, la contrainte peut être un fil conducteur en fait. Hmm. C'est vrai, tu en plus as mentionné Autumn Leaves. Donc pour ceux qui connaissent Autumn Leaves, c'est quand même dur quand tu débutes et que tu commences à improviser, à t'entraîner à improviser sur cette œuvre. Tu as tendance à te dire ah bon bah tiens je vais passer dans les arpèges, etc. Et puis après au bout d'un moment de quelques années tu dis non mais attends, ça sonne pas. Si tu phrases bebop sur Autumn Leaves, ça ne sonne pas. Voilà. Et tu as notamment mentionné Bill Evans, qui pour moi, les meilleures interprétations de Autumn Leaves sont celles de Bill Evans, justement. Voilà. Voilà. Donc Bon bah c'est voilà, top. c'est un saucisson, j'ai envie de dire, c'est pas péjoratif, mais Autumn Leaves, c'est vraiment un morceau quand même très que tout le monde connaît, c'est une très belle mélodie, je veux pas dire le contraire, Oui, mais faire ce que Bill Evans fait sur un morceau comme ça, extraordinaire. franchement c'est extraordinaire. Mm. Voilà. Bah, donc écoute, en tout cas, je suis vraiment très content de t'avoir eu là. Ça faisait longtemps que j'avais envie de t'inviter, quoi. Donc je suis super content. Donc pour l'audience, vous avez tout dans la description comme d'habitude. Est-ce que tu as envie de leur dire quelque chose avant de partir? Euh, je sais pas quoi leur dire. Écoutez, s'ils ont envie d'aller écouter un peu ce que je fais, ben, c'est avec plaisir. Bon, pour l'instant, ça n'a pas trop bougé depuis quelques mois, mais ça va rebouger. Donc voilà, je vais essayer de Toujours me sur la mettre. même chaîne, tes Ouais, projets? ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. C'est juste un petit peu. J'ai pas trop posté dernièrement parce que, comme j'ai dit, j'étais sur d'autres projets, mais je vais m'y remettre Et sur avec ton grand nouveau plaisir. projet qui va voir le jour là, ce sera toujours sur Ça la même sera, chaîne. ça n'a rien à voir avec. C'est même pas sous mon nom, ça sera complètement autre chose. C'est D'accord. vraiment une activité très très différente. Ah, Ouais, ouais. d'accord, ok. D'accord, ok. Ouais, ça sera Donc, bon, complètement bah, de toute différent. façon, Voilà. vous aurez tout dans la description. Et si jamais, lorsque tu sortiras ce projet-là, je mettrai à jour la description. Comme ça, ils pourront. Voilà. Non, il n'y a pas de Bon, souci. Pas de écoute, problème. ben, moi, je suis super content de t'avoir eu. Bien Parce joué. que bon, tu J'ai es. vraiment, C'est pas vraiment pour te faire adoré aussi. plaisir. C'était super cool. Voilà. Mais t'es mon Voilà. préféré de créateurs francophones, quoi, de loin. Donc, Ok, ben, voilà. Écoute. très Bon, bien. ben, les amis, Super. sur ce, je vous dis à demain pour une autre vidéo. Bye. Ciao. Bye.